Bienvenue dans Extra Time, le dernier numéro de ce mois de novembre 2024. En programme, en contenu alléchant, dans cette émission, on y va avec le sommaire. Diego Simeone devient le premier entraîneur à atteindre la barre des 700 matchs à la tête d'une équipe de Liga, toutes compétitions confondues. Nous revisitons dans Extra Time les stats et palmarès de l'Argentin en Liga et bien sûr tous les autres résultats en Espagne seront débriefés. 50 buts pour Harry Kane en Bundesliga et c'est en à peine une saison et demie. Le joueur est le plus rapide à l'avoir fait. La course des buteurs est relancée. Dans la lucarne, l'équipe nationale de football du Togo avec son nouvel entraîneur Nibombe Daré. Les éperviers échouent pour la 4e fois d'affilée dans la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. Comment stopper l'hémorragie ? Nos consultants tenteront donc de répondre à cette question. Ils sont deux pour Extra Time de ce jour. Alex Decla, bonjour, bienvenue. Bonsoir aussi si vous voulez. Peu importe. Salut à toi, Gracia, un plaisir d'être là. Et aussi avec nous, Roméo Mileko. Salut Gracia, salut à toutes et à tous et heureux d'être encore présent. Capitaine. Ah oui, on y va. C'est parti. Ah bon, finalement. To get you closer to the game, closer to the joy, closer together. La Liga EA Sports, transforming the game. C'est avec la Liga que nous débutons donc le débrief du jour. Leganés Real Madrid, les Madrilènes étaient en déplacement pour une belle opération, une victoire 3-0 des hommes de Carlo Ancelotti, buteur à noter Kylian Mbappé, Federico Valverde et bien sûr aussi Jude Bellingham. Belle opération pour les Madrilènes. Oui, belle opération, il fallait gagner pour se relancer dans cette Liga-là, d'autant plus qu'avant ce match, ils étaient 3e, donc il fallait reconquérir la 2e place et continuer par titiller le Barça, sûrement qu'on en parlera, qui a fait un faux pas. Et on s'attendait un peu à quel 11 aligné de la part de Carlo Ancelotti avec des blessés par-ci par-là. Il nous a surpris avec Fede Valverde en latéral. Ça, on s'y attendait un peu. La grosse surprise, c'était l'absence de Brahimi Diaz qui a marqué 5 buts. Lors de la trêve internationale, il était sur le banc, il a titularisé à Dagouleur. Mais comme tu le disais tantôt, on retiendra plus le but de Mbappé parce que ça fait 5 matchs qu'il ne marquait plus. Jude Bellingham également qui enchaîne. Vinicius n'a pas marqué, mais on a eu un super beau but de Fede Valverde. C'est un Real qui commence à aller mieux, même dans l'adversité. Ils font de bons résultats et c'est tant mieux. Non, mais moi, c'est un réel collectivement que je n'ai pas vu. C'est ce qui m'a encore surpris par rapport au but. On savait que c'était face à Leganés, un adversaire prenable. Il n'y avait pas de question à se poser à ce niveau. Mais moi, collectivement, j'attendais de voir un peu ce Real Madrid-là. Je suis encore resté sur ma soif. C'est vrai, il y a quelques individualités à Dargoulé avec son pied gauche qui a sorti un peu le génie. Il y a Jude Bellingham qui a fait encore le sale boulot, qui a balayé tout. Camavinga était un peu plus dans le contact, dans le boss-to-boss. Oui, bon, voilà, c'est une équipe collectivement qui, moi, ne se retrouve pas et ça m'inquiète toujours par rapport aux individualités, aux buts qui sont arrivés. Tant mieux, c'est preneur. Mbappé devait marquer pour être encore en confiance et c'est ce qu'on a vu ce soir. Mais après, le Real n'a jamais été collectif. Hein. Et quand vous parlez de collectif, justement, Roméo, ça revient aussi un peu aux 11 alignés par Carlo Ancelotti, finalement, par ce qu'il propose. Bien sûr, parce qu'on s'attendait quand même pas à voir Dani Ceballos aller être titulaire dans cette équipe. C'est ce qui nous a sorti ce soir. On pensait au moins voir un peu Luka Modric comme organisateur de jeu, comme il a toujours fait. Mais ce n'est pas lui, il est resté sur le banc. Alex parlait de Brahim Diaz, qui est l'homme en forme en ce moment, que ce soit du côté des Lions de l'Atlas, et puis que ce soit également du côté du Real. Mais surprise, je ne sais pas si c'est à cause du voyage, mais il est resté sur le banc. Vinicius a fait plus de kilomètres que lui. Ah ben, c'est des raisons qu'il donne. Ah oui, après tout le monde en a fait, les voyages. C'est des arguments qu'il sort, comme quoi il jouait, il a joué, il a fait tel nombre d'heures, donc il doit forcément être fatigué. Mais bon, voilà. Mais j'ai plus l'impression que c'est un prélude au match face à Liverpool parce qu'il sait qu'il a beaucoup plus à gagner avec un Brahimi Diaz totalement en forme. Vous pensez qu'il va l'aligner face à Oui, moi je suis sûr, je ne doute pas. Mais l'autre chose la plus surprenante dans ce match, c'est le repositionnement de Kylian Mbappé qui a été mis sur le côté Vinicius dans l'axe. Il expliquait que c'était justement par rapport au kilomètre parcouru par Vinicius pour qu'il puisse moins se dépenser énergie sur le plan des courses et tout ça. Ça a marché. Mbappé était dans un nouveau système, il a marqué, mais il n'a pas
hyper briller. Mais c'est un Real, moi, à chaque saison, ça a été ça. Hein. Commencer timidement. Et quand les autres commencent à ronronner, c'est là, ce Real-là, il est en feu. On espère que d'ici février, on aura encore ce copie-coller de ce qu'on avait l'habitude de voir avec le Real Madrid. Malheureusement que le format de la Ligue des Champions a changé. Ce n'est plus des adversaires, les mêmes adversaires que vous allez retrouver peut-être qui vous ont battu au match aller, que vous allez réagir. Et que vous espérez réagir. En tout cas, c'est peut-être aussi un Real différent qu'on aura à voir cette saison avec ce format, bien sûr, de la Ligue des Champions. Si on s'en tient à cela, vous en parlez justement tantôt, le FC Barcelone jouait hier avec un résultat pas très reluisant. C'est un match nul. Ils ont été tenus en échec par Celta Vigo dans cette rencontre qu'ils ont semblé contrôler, dominer, mais ça a changé, tout a basculé en l'espace de 2 minutes, quelques secondes. Ils ont perdu 3 précieux points. Après, c'est le Celta Vigo. C'est l'équipe qui joue toujours les trophées face aux grands. Donc, mais dans ce match, particulièrement, il y a eu un Celta Vigo qui était totalement absent. Tout a basculé avec le carton rouge de Casado, je crois, qui a déboussolé un peu la rencontre. Après, il y a cette erreur de Jules Koundé. Là, on voit un Rafinha, comme d'habitude, tout feu, tout flamme, qui inscrit un but. Il aurait même marqué un doublé si cette balle n'avait pas heurté le poteau. Et après, ça a été l'égalisation. Le Barça, depuis la victoire 4-0 face au Real Madrid, est un peu comme depuis le ballon d'or de Rodri. C'est un peu bizarre de ce côté-là. Tu dirais quoi de Manchester City Après, c'est compliqué de trouver le lien et le rapport. Hein, alors, il y a le lien. Moi, je ne vois pas le lien. Les supporters, ils comprendront. Non, c'est juste pour les taquiner un peu, mais ce Barça-là, avec Hansi, on l'a dit qu'il montait très bien en puissance. Là, on ne comprend pas ce qui ne va pas vraiment. Et ce qui est bizarre, c'est que à chaque fois que Lamine Yamal est absent, cette équipe-là n'arrive pas à faire de résultats. Oui, ça, il faut le noter. C'est clairement ce qui tape à l'œil, finalement. Oui, mais franchement, moi, ce qui m'a inquiété hier, c'est le repositionnement de Dani Olmo. Ce garçon, c'est quelqu'un... La dernière fois, quand il a fait son entrée face au Real Madrid, il était tellement libre. Il était un électron libre qui devait normalement faire tout ce qu'il veut sur le terrain avec le ballon. Mais là, il était mis dans un schéma où il ne s'est pas retrouvé. On parle déjà, si d'ores et déjà on doit commencer par parler de Lamine Yamal dépendance, ça craint pour ce FC Barcelone là. Quand on sait que l'homme a joué en ce moment, c'est Rafinha qui porte le brassard, qui est transcendé. Lewandowski aussi sur le terrain, qui est appelé, amené à marquer des buts. Hier, c'est 2 points de gâchés pour le Barça. Et ça profite aux Galiciens qui a perdu 8 points en ce début de saison. Oui, de saison. Et bon, voilà, peut-être le Real va aussi gagner ce match en retard là, face à Valence. Et on va voir une Liga relancée. Ça donne encore beaucoup plus de peps. On aura le temps d'en parler au niveau des classements. Pour l'instant, messieurs, parlons de l'Atlético Madrid qui a justement opéré une belle victoire, une victoire 2-1 face à Deportivo ce week-end. Hier samedi aussi, ouverture du score par Deportivo sur play. Déjà à la 7e minute, c'est en penalty. Et c'est aussi un penalty qui permet donc à l'équipe de Diego Simeone en tout cas d'égaliser. Et ensuite, après, de revenir, en tout cas, remporter la rencontre avec ce but à la 76e minute, à la 86e minute, 10 minutes plus tard, de Sorloth, qui offre donc l'avantage à l'équipe. 8 tirs cadrés pour les Colchoneros contre un seul pour l'adversaire. L'Atlético mérite finalement cette victoire. C'est logique. C'est quand même l'Atlético Madrid. C'est vrai que ce n'est pas une équipe hyper impressionnante en termes de production de jeu. Ce n'est pas l'équipe qui conserve, qui circule, qui crée avec des phases offensives bien menées. C'est une équipe qui nous a habitués à défendre. Mais là, les voir comme ça, dominateurs avec plus de tirs que l'adversaire et gagner au final, c'est tout à leur honneur et surtout à l'honneur de cet entraîneur-là qu'on voit à l'image, Diego Simeone. Et on le voit comment il célèbre cette victoire comme s'il avait remporté un trophée. Mais c'est aussi ça, l'Atlético Madrid, gagner un peu, pas forcément avec la manière. Moi, c'est ce que je déplore un peu chez cette équipe-là. Mais au final, elle suit bien le peloton de tête qu'est le Real de Madrid et le FC Barcelone. Et El Cholo, qui est devenu, après cette rencontre, vous en parlez Alex, le premier coach à atteindre la barre des 700 matchs à la tête d'une équipe de Liga, toutes compétitions confondues. On parle, messieurs, là de 400
13 victoires, 153 nuls, 133 défaites. L'Argentin avec l'Atlético a marqué 1186 buts, ils en ont encaissé 196. C'est intéressant finalement. Oui, c'est intéressant. Aujourd'hui, on parle des autres entraîneurs comme des entraîneurs à part entière, mais on parle de El Cholo, Diego Simeone comme un entraîneur entièrement à part, par rapport à son énergie, par rapport à sa manière d'amener ses hommes, de leur parler, de tout ça. C'est un entraîneur qui dégage beaucoup d'énergie à l'image de son équipe aussi. Vous le voyez, chaque fois très agité sur le banc. Moi, je ne suis pas surpris quand je vois ce chiffre-là, parce que c'est quelqu'un, après tout, il est travailleur. C'est vrai, il a eu beaucoup de problèmes sur son chemin. Quand vous avez quelqu'un contre vous qui s'appelle Cristiano Ronaldo, c'est très facile pour lui de vous faire perdre deux finales de Ligue des Champions. Et c'est un peu ce qui l'a embêté. Sinon, c'est un monsieur qui, en matière de travail, il sait travailler, c'est un bon travailleur. Je pense quand même qu'il mérite aujourd'hui d'être élevé au rang des meilleurs entraîneurs au monde. 2 Ligas, une Coupe d'Espagne, une Super Coupe d'Espagne, 2 Europa League, 2 Super Coupes de l'UEFA, 2 finales, oui, que vous venez de souligner, de Ligue des Champions. C'est une légende de l'Atlético. Ah, clairement, c'est une vraie légende, ou une légende en majuscule, j'ai envie de dire. En tant que joueur, et puis... Oui, en tant que joueur, parce qu'il fait sa meilleure saison également sous les couleurs du club où il a marqué 12 buts, je pense que c'est en 95-96. En tant que milieu défensif, déjà, il est l'incarnation en fait de ce qu'il est comme entraîneur. Il vit chaque match. Il dépense beaucoup d'énergie. C'est ce qu'il essaie d'inculquer à son effectif où il y a le collectif qui prime surtout. Il n'y a jamais à l'Atlético Madrid une star incontestée ou incontestable. C'est vrai que Antoine Griezmann, c'est son chouchou, mais d'autres stars qui sont passés dans ce club n'ont jamais pu s'imposer, à l'instar de Morata ou même Memphis Depay. C'est des gens qui repartent très vite. Donc ça veut dire que chez lui, c'est le collectif ou rien. Si vous ne pouvez pas travailler au service du collectif, vous ne pouvez pas défendre, vous ne pouvez pas charbonner, comme on aime le dire, vous n'allez jamais réussir avec lui. Moi, je suis surpris, contrairement à Roméo par ses chiffres. 453 victoires, c'est énorme. Vous avez dit 1000 buts pour 100 buts encaissés. C'est... Pour 500. Pardon? Je crois que c'est 500 buts. Voilà, c'est pour ça que j'étais un peu surpris. Mais avoir autant de victoires pour... Un palmarès, pour moi, il est maigre quand même. Si vous avez autant de victoires, oui, un peu. Toutefois, là où tout le mérite le revient, c'est que il est le seul coach à quand même, dans une période où le Real et le Barça sont dominateurs, il est le seul club, le seul coach en Espagne à pouvoir sortir la tête de l'eau, à remporter la Liga à 2 reprises. Là où le Real et le Barça se sont partagés le reste des titres. À chaque fois qu'il est arrivé en finale de Ligue des Champions, il a surtout éliminé le Barça et le Liverpool 2 fois. Le Real a été la marche de trop. Après, c'est le club du rival. La saison dernière, la seule défaite du Real Madrid, c'est lui qui le lui. Voilà, c'est lui. Donc, c'est quand même... Moi c'est cette fourmi-là qui sort de nulle part et qui te pique, quoi. C'est comme ça, moi, je le vois. Et il ne va pas te faire un match extraordinaire, mais il va te déranger jusqu'au bout. Quand tu affrontes l'Atlético Madrid, c'est un match énergivore et c'est ce qui le définit au final. Oui. Ce n'est pas un entraîneur qui, à la fin d'une saison maintenant, il va hériter on vous dit, on sort toute une caisse et il va aller chercher des joueurs à des prix d'or. Non, lui-même, il n'aime pas. Moi, je pense que lui-même, il n'aime pas les joueurs. Quand vous voyez juste ces recrutements cette saison, c'est très bien réfléchi. C'est vrai que sur le terrain, on ne voit pas encore le résultat, mais quand quelqu'un va aller chercher Julián Alvarez de Manchester City, quelqu'un qui va aller chercher Sorloth de Villarreal, ça montre combien de fois il a envie de gagner, même si on lui colle toujours l'étiquette d'un entraîneur qui joue à la défensive, voilà, qui aime le jeu défensif, qui met le bus, je pense qu'il a peur des stars. Hein. Il ne peut pas gérer, moi j'ai l'impression. Il ne peut pas gérer. Il a envie d'avoir des hommes qu'il domine, à qui il inculque des choses. Non, ben si aujourd'hui Nagelsmann, qui n'a même pas encore 40 ans, qui gère des stars dans son vestiaire, je ne vois pas pourquoi elle ne peut pas jouer une star. Merci à vous, messieurs, pour cette belle réaction sur l'entraîneur argentin de l'Atlético Madrid, Diego Simeone. On est en Liga. Les autres résultats, je vous les propose. Getafe qui a fait une victoire face à Valladolid 2-0. Valence, Real Betis, c'est 4-2. Il y a assez de buts dans cette rencontre. Girone 4, Espagnol 1, Osasuna 2, Villarreal 1. Oui, Osasuna, pour qui ça marche aussi.
Las Palmas qui perd face à Mallorca, réaction? Ah, il y a surtout Girona qui gagne 4-1. Ça, c'est très important parce que c'est quand même l'autre équipe espagnole qui est en Ligue des Champions. C'est l'autre équipe qui nous a surpris la saison dernière et elle a mal débuté le championnat. Là, la voir en train de faire ce genre de résultats, c'est super bien. Osasuna également qui se relève de sa défaite face au Real Madrid. C'est super. Retafe aussi qui commence petit à petit un peu en dents de scie. Des fois ça va bien, des fois ça ne va pas bien. Au moins cette victoire, je pense que ça va remonter un peu le moral des coéquipiers de Jim Dacolam. Et si on va dans le top 5 du classement pour cette 14e journée en Liga espagnole, le FC Barcelone toujours en tête et suivi du Real Madrid qui a opéré une victoire donc et qui a désormais juste 4 points de différence avec... Normalement, c'est 4, mais là, on voit 3 et qu'il y a un match en moins surtout. 4 points, oui. Le Real qui a un match en moins. 29 points. C'est ce qui rend les choses plus intéressantes, clairement. Face à Valence. Mais bon, après, ce match-là risque d'être joué jusqu'à la fin de l'année. Et pas cette année, mais ça peut toujours compter. Ça peut toujours bouleverser, changer quelque chose. On parle de janvier 2025. C'est pas évident. Avec la Super Coupe d'Espagne qui va être jouée, c'est pas évident. La Coupe du Monde des clubs. Donc, on parle peut-être entre la 38e, la 37e et la 38e journée, ça risque d'être devenu très tard. Donc, le suspense risque de durer encore longtemps. Moi, j'ai l'impression, mais comme tu le dis, Gracia, je suis parfaitement d'accord, c'est un match en cas de victoire du Real Madrid qui peut chambouler beaucoup de choses. Et le Barça risque peut-être d'avoir des remords. Lui qui a remporté le Classico 4-0. Les taux commencent à être resserrés alors qu'il y avait, je crois, il y a 2 journées en arrière, il y avait jusqu'à 8 points d'écart. Aujourd'hui, il y en a que 4. Alex. Peut-être la marche pour le Real la prochaine fois, à part Liverpool, c'est Retafe qu'il joue. Donc, c'est un peu plus facile pour se rapprocher, toujours garder les taux bien resserrés. C'était ça le débrief donc, de la Liga que vous avez suivi sur New Sport ce week-end, direction Serie A maintenant. Hellas Vérone, Inter Milan, les Interistes en déplacement à Bentagodi. Bentagodi ont dominé l'adversaire et partent avec les 3 points, les temps forts. Le temps est donné, le là est donné par monsieur Andrea Colombo pour cette affiche Hellas Vérone, Inter de Milan. Attention, il a laissé passer pour Marcus Thuram, le 1-2. Oh, quelle merveille! On va se dire que c'est un choix qui... attention. Oh, la passe. Oh, Marcus Thuram, le 2-0. Mais que c'est facile, mais quelle passe. Il doit nous donner le secret de cette passe. Avec la profondeur. La gestion de ce match pour les joueurs de... Oh, et peut-être un nouveau doublé. Un nouveau doublé pour Marcus Thuram. Il plane, il vole. Il est au-dessus de ce championnat. Avait touché Aslani. Allez, le déplacement qui propose la solution. Aslani, oh, qui a trouvé tout de suite son coéquipier offensif et le ballon à nouveau au fond des filets. Ça fait 4-0. Barella, Mkhitaryan, ça joue bien. Il s'est retourné. Ça fait le 5e. On a vu Bissek qui... visiblement était en difficulté. Vous n'arrivez pas à intervenir sur ce joueur qui n'est pas en équilibre. Mais c'est bien dommage. Le pauvre portier du Hellas qui ne peut rien du tout. Et c'est terminé. L'Estadio Marc-Antonio Betogudi aura vécu un désastre face à l'Inter qui était 5 fois plus fort. Ah oui, 5 fois plus fort. Commentaire Senatico, Hellas Vérone 0, Inter 5, avec notamment en doublé, oui, on venait de le voir, du français Marcus Thuram en 3 minutes seulement. Ah oui, c'est impressionnant de voir Marcus Thuram aussi efficace finalement, parce qu'on sait que c'est quelqu'un durant sa carrière qui a des moments troubles, qui marque peu. Et là, cette saison, je pense que tout va un peu mieux pour lui. Il a cette vitalité. Regardez un peu ce dribble ou bien ce sang-froid devant le portier pour pouvoir inscrire. Là, je crois que c'est le premier. Le deuxième également vient dans cette même dynamique-là, ou bien
carrément, c'est du copie-coller, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il est en train d'avoir sa marque de fabrique en tant qu'attaquant. Puisqu'on a la spéciale Mbappé, peut-être qu'avec ça, on aura la spéciale Marcus Thuram. Après, on sait qu'il est allé en Italie pour ce genre de rencontre, pour ce genre de performance. Il est en train de le faire. C'est tant mieux, justement. Voici le deuxième but. Regardez ce sang-froid qu'il a devant le gardien pour pouvoir donner l'avantage à son équipe. C'est tant mieux qu'il continue, parce que c'est ça le plus dur. Pour moi, je veux qu'il soit un peu plus constant. S'il n'arrive pas à l'être, on aura parlé de ces performances-là pour rien au final. Non, mais je pense quand même qu'Alès est un peu trop dur avec Marcus Thuram. Ce garçon au Borussia Mönchengladbach, il n'était pas dans cette dynamique-là. C'est quelqu'un à qui on a changé de poste à chaque fois qu'il se retrouve dans un système ou dans un collectif, dans une nouvelle équipe. Au Borussia Mönchengladbach, c'est quelqu'un qui évoluait sur un côté. Et après, il est repositionné dans l'as, il est reparti encore sur le côté. Il marquait certes, mais il faisait de très belles prestations. C'est ce qui lui a quand même permis d'atterrir aujourd'hui à l'Inter en sélection. Didier Deschamps le malmenait de la même façon, soit c'est sur un côté, soit c'est dans l'axe. Et actuellement, bien sûr, après, il est devenu le préféré. Hein. Pardon ? Après, il est devenu le préféré de Deschamps. Voilà, il est devenu le préféré parce que même dans un repositionné attaquant dans l'axe aujourd'hui, il joue bien son rôle et voilà, sur ces 2 buts-là, on voit clairement qu'il a aujourd'hui l'automatisme, même sans Lautaro Martinez à côté de lui, parce que c'est lui qui l'a beaucoup plus aidé aussi à se retrouver, à avoir une marque aujourd'hui. Et je pense quand même qu'on ne faut pas trop l'enterrer. Il faut être un peu indulgent. Moi, je m'exprime en termes de constance. Ses qualités, on ne va pas... Oui, après, il y a des pépins physiques aussi qui le dérangent un tout petit peu. Ouais, c'est l'hygiène de vie, c'est l'hygiène de carrière, il faut mieux gérer tout ça. Tout va de pair. C'est vrai, aujourd'hui vous marquez 2 buts, demain vous n'en marquez pas, après-demain vous n'en marquez pas, on n'en parle plus. Et pourquoi on en parle toujours, il faut être constant. Et qu'il aille chercher cette constance-là, qu'il travaille pour. Il a eu un papa joueur, grand joueur, il y a un petit frère qui est joueur, c'est une famille de footballeurs, nous on ne va rien leur apprendre. Oui, un adversaire. Lui n'a pas d'excuse en fait, lui doit impérativement réussir. Non, mais c'est comme si tu dis que les fils de Zidane n'auront pas d'excuses, ils auront d'excuses parce qu'ils ne sont pas Zidane. Les fils de Zidane, il y en a déjà qui ont déjà raccroché. Hein. Ouais, ils ne font pas la même carrière que Thuram, c'est pas le même débat. Ouais, merci à vous, messieurs. Une autre rencontre, l'autre club milanais a affronté la vieille dame Milan-Juventus en choc de cette 13e journée en série A italienne. l'AC Milan et la Juve qui font un match nul. Le match était pauvre, clairement. En tir cadré pour l'AC Milan contre 2 pour... Pour la Juve, il n'y avait rien à se mettre dans cette rencontre. Ouais, c'est aussi ça la particularité de l'Italie. Football physique, haché. Cacenato. Ouais, et souvent, donc dans des derbys comme ça où vous vous attendez à beaucoup de choses, vous êtes déçus naturellement parce qu'on ne laisse pas le génie s'exprimer. Là, vous voyez Raphaël Leao qui habituellement dans ce genre de circonstances prend ses responsabilités, essaie d'aller au dribble, on crée de l'espace. Ce n'est pas forcément le cas là, c'est un jeu fermé. Les 2 entraîneurs également qui n'ont pas du tout envie de perdre des points. Il y en a plein comme ça, des matchs en série A où on est dans le calcul. Et quand vous calculez trop, finalement, il n'y a plus trop de folie dans votre jeu. C'est ce qui a manqué dans ce match. Pas de folie, pas de créativité, pas d'ingéniosité. Et finalement, on est dans la nullité. Et puis, ce qui est encore surprenant sur les 2 équipes, je crois que c'est la Juventus qui n'a pas beaucoup plus où les joueurs n'ont pas beaucoup plus voyagé, qui ne sont pas allés en sélection, donc qui n'ont pas joué la trêve. Il y a eu ce regain d'énergie, il y a eu ce repos, ils se sont bien entraînés après tout, mais on a assisté à un match très pauvre, très pauvre, vraiment beaucoup d'ennuis devant ce match-là. Et c'est le retour du calcio, quoi. Défense, attaque, ballon jeté. Non, mais après, c'est peut-être parce qu'on limite trop le football aussi à des buts. Hein. Peut-être que tactiquement, moi je pense que tactiquement, ça a été âprement disputé. Les 2 coachs ont su enrayer de part et d'autre les dangers, colmater les brèches pour ne pas laisser l'adversaire s'exprimer librement. Oui, mais là n'est pas le problème. Quand vous avez des joueurs comme Leao sur un terrain, vous savez que c'est quelqu'un qui va vous déverrouiller toutes les situations possibles. Mais sauf que vous avez des joueurs comme Chukwueze sur un terrain, c'est pour partir soit quand c'est fermé, c'est dans les 1 contre 1 qu'on voit ces gens de mais joueurs. Si toi tu sais ça, c'est que l'entraîneur adversaire, lui, là, c'est encore plus. Donc, il peut facilement mettre en place un système pour contrarier ça. Donc, aujourd'hui, avec le football qui est devenu tellement scientifique, c'est plus compliqué. Donc, le génie
est en train de disparaître. Et moi, je pense que dans ce match-là, c'est le génie qui a manqué, tout simplement. Oui, surtout dans cette rencontre-là. 0-0 entre l'AC Milan et la Juventus dans cette rencontre de Série A. D'autres rencontres également ont eu lieu. Fiorentina s'est déplacé face à Comme pour une victoire 2-0. Parme 1. Atalanta 3 avec des buts de Matteo Retegui, le meilleur buteur actuellement dans ce championnat, et aussi du Nigérian Ademola Lookman. Réaction sur ces résultats Non, Retegui, on en parlait la dernière fois ici, c'est un joueur que moi j'adore. Je ne suis pas surpris aujourd'hui de le voir à ce niveau. C'est le 9 type dont a besoin aujourd'hui la Roja, l'Italie, à l'image d'un Luca Toni, à l'image d'un Filippo Inzaghi qu'on avait connu, et encore un cran au-dessus parce que lui, il a un peu élargi sa palette. Et franchement, je ne suis pas surpris de voir ce garçon-là à ce niveau. Genoa, Cagliari, 2 buts partout. C'était aussi la première de Vieira, entraîneur de Genoa. Ah, entraîneur de Mario Balotelli. Si vous voulez. Bon, après, il commence avec un match, c'est un résultat positif. Il faut prendre ça. Et lui, il a fait le championnat italien, il connaît le championnat italien, donc il aura tout à prouver. Je pense qu'on va lui laisser la marge de manœuvre. Après 6 matchs, on en parlera. D'accord. C'est quelqu'un aussi Alex vous donne rendez-vous. Hein. Après 6 matchs. Après 6 matchs. Ok, merci. T'as la référence, j'espère. Clairement, si vous voulez. En tête du classement, le Napoli, 29 points, suivi de l'Atalanta, l'Inter aussi qui arrive, la Fiorentina, la 4e place, la Lazio. C'est assez serré, un petit point. Et puis les 3 après le Napoli qui ont tous 28 points pour l'instant. Ouais, je crois depuis 3-4 saisons, c'est comme ça en Italie. Ça se dispute de bout en bout jusqu'à ce qu'au niveau de janvier, là, certaines équipes arrivent à prendre de l'envol. Donc, je pense qu'on est dans un championnat où chaque équipe s'est bien préparée pour bien entamer. Il n'y a pas une équipe qui est hyper au-dessus. Les matchs sont âprement disputés et le classement en dit long. Donc, on va être patient. Puisqu'il manque également de folie et de la créativité là-bas, peut-être que quand ça va commencer par venir, on aura du bon. En tout cas, c'est un peu l'Inter qui donne l'image d'être l'équipe la plus solide, la plus constante ces dernières années. Oui, c'est le champion en titre ces dernières années. Et je crois quand même que oui, comme Alex l'a dit, il faut attendre au mois de janvier, février. Vous allez voir le peloton de tête décoller. Tout le monde va rentrer à sa place quand même. Ah oui, une chose est sûre, vous aurez le temps, vous aurez l'exclusivité aussi de vivre tout cela sur New World Sport. On passe au débrief de la Bundesliga. C'était la 11e journée en Bundesliga. Le Bayern, leader au classement, était face à Augsbourg. Les Bavarois ont eu le contrôle de la partie à l'Allianz Arena. Suivant. Et Daniel Schlager lance les hostilités dans ce derby bavaroise entre le Bayern et le FC Augsbourg. Et là, c'est le leader qui croise le 13e du classement. Et ça va être chaud bouillant. Je pense que les jours seront immenses. Regardez cette balle qui va terminer au bout des crampons de Léon Goretzka qui va armer sa frappe. Là, c'est trop croisé. Olysée et donne ce ballon. Et là, regardez Harry Kane qui réclame quelque chose. Je crois qu'il y a un nouveau connaît ce que dit M. Daniel Schlager. Harry Kane qui l'a transformé. Là, c'est bien réussi. Le Bayern qui ouvre le score. Ce sont déjà la 13e journée. Ça, Gnabry, attention, Gnabry qui va foncer pour prendre le ballon. Oh là là, il était là, Harry Kane, mais il ne touchera pas ce ballon. Quel centre, quel travail de cette Gnabry dans cette fin de partie. Il décide d'accorder le deuxième pénalty pour le Bayern dans ce match, monsieur Daniel Schlager. On verra bien s'il va le transformer. C'est bien transformé. Il corse l'addition et il offre finalement la victoire. C'est bon, oui. Il n'y a pas eu de temps additionnel. Nous sommes à la 94e minute, voire 95. Harry Kane qui va nous sortir le triplé dans ce match. Le sourire au visage de Vincent Kompany.
3-0 à l'Allianz Arena. Harry Kane est celui qui a mis les 3 buts du Bayern. L'Anglais est désormais 50 buts en Bundesliga, est devenu le joueur le plus rapide, je le disais, à le mettre. C'est juste le tueur qu'on a envie d'avoir dans son équipe. Ouais. Après tout ce que Lewandowski a fait avec ce dossard neuf là, on se disait qu'est-ce qu'il allait faire pour nous surprendre. Mais là, il fait tout pour nous surprendre en fait. C'est vrai que dans ce match-là, il ne fait pas le meilleur match de sa vie. Il a été quasi inexistant jusqu'à la 50e minute. Il a eu quoi, 1 ou 2 frappes. Et après, il arrive à transformer ces pénaltys-là qu'il allait au final lui-même chercher. C'est un joueur extraordinaire. Moi, je pense que depuis un moment, le prince qu'il est devenu roi depuis. Et aujourd'hui, il est en train de régner en puissance sur cette Bundesliga-là. Il le fait si bien. Et c'est surtout ce but-là. Hein. C'est genre un poète, quoi. Autant suspend ton vol, contrôle, le gardien tombe et il prend son temps pour la mettre au fond des filets. C'est juste sensationnel, extraordinaire de le voir. Et malgré son âge, surtout de continuer à réaliser ces performances-là. Moi, il me laisse bouche bée, quoi, tout simplement. Ah oui, peut-être que c'est le joueur qu'il faut en série A, peut-être. Ah pour débloquer les situations. Ah oui. Oui, non, mais Harry Kane aujourd'hui, c'est pas surprenant parce que c'est le casting qui montre que le Bayern ne s'est pas trompé. Oui, entre-temps, il y a eu des spéculations autour de Mané et tout. Quand Lewandowski est parti, on est allé chercher Sadio Mané. On sait tout de suite qu'on n'est pas dans le même registre. Là, après 1 an, on a corrigé le tir. On est allé chercher quelqu'un qui fait peut-être pas mieux, mais au même niveau que Robert Lewandowski. Aujourd'hui, on n'est pas surpris. L'année dernière, oui, il a été un peu maudit. La malédiction qui le suivait toujours et Leverkusen a fini champion. Elle n'est pas prête de s'arrêter. On n'en saura rien, jusqu'à la fin de la saison. Non, cette année, je crois que c'est la meilleure. Tu crois? Ouais. Il faut se le dire, cette année, c'est la meilleure. Lui, au moins, il est là, il répond bien sur le terrain. C'est pour ça que Pérez au Real Madrid ne l'a pas cherché. Après, avant la trêve... Oui, mais aujourd'hui, c'est le vieux qui doit se mordre le doigt, je suis sûr. Non, mais après, les performances ne suffisent pas. Regardez, il rate 2 finales de l'Euro. Depuis qu'il est venu au Bayern, le Bayern ne remporte pas la Bundesliga alors qu'on est sur 11 fois d'affilée. Une saison. C'est la seule qui vient de finir. Harry Kane, on dit les attaques vous font gagner des matchs et les défenses vous font gagner le championnat ou les compétitions. Aujourd'hui, au moins, lui, c'est un attaquant qui pour vous faire gagner des matchs et il vous fait gagner des matchs. Ça ne gagne pas des titres. Bon, après, c'est aussi un peu la course en Bundesliga qui est relancée. Parce qu'on sait qu'avant la trêve, Omar Mamouche l'avait rattrapé. Il était deuxième. L'avait rattrapé, mais là, il était de deuxième, il faut le dire. Et là, maintenant, il relance bien les choses avec 3 buts. Il relance les choses. Je crois qu'il dépasse Mamouche de 2 buts maintenant. Il a 14 buts, Mamouche en a 12. Et le troisième, figurez-vous, c'est qui? C'est Serhou Guirassy avec 6 buts. Genre, on a 2 premiers sans un troisième. Donc, c'est relancé, mais je pense que Harry Kane, naturellement, comme il a fait la saison dernière, il va récidiver. Maintenant, pour que tout soit beau, pour que tout soit important, il faut qu'il gagne des titres. Vous le voyez meilleur buteur, mais vous ne le voyez pas gagner le championnat. L'année passée, il a été meilleur buteur. Non, c'est pas paradoxal. L'année passée, il a été meilleur buteur. Et figure-toi qu'il n'a pas remporté le championnat. Donc, oui, mais là, on était déjà... Il était soulier d'or, meilleur buteur européen. Meilleur buteur européen, clairement. On était déjà dans la dynamique où le Leverkusen était déjà devant. Et là, non, mais il était là, il a commencé le championnat. Bien sûr. Merci. Bien sûr, mais cette année, vous voyez déjà ceux qui sont derrière et qui ne suivent pas. Oui, merci à vous, messieurs. Francfort, Werder Brême, rencontre qui s'est également déroulée sur Nieuwsport, victoire de l'Anderlecht. La possession était très équilibrée, figurez-vous, dans la rencontre, 50% de chaque côté, 5 tirs cadrés contre 1 pour Francfort qui gagne 1-0 dans cette rencontre. Marmouche n'a pas marqué, Alex Claire. Oui, malheureusement. Lui aussi, je pense qu'il était dans l'admiration d'Harry Kane. C'est resté dans sa tête cette grande performance-là. Mais après, comme tu le dis, c'était un match âprement disputé, très haché. Au final, c'est la victoire qu'il faut retenir, je crois, du côté de cette formation-là, qui le mérite finalement, tout simplement. Oui, et Francfort, qui justement fait une belle opération et qui arrive aussi à grimper dans le classement. On va y revenir pour les résultats de cette journée. Le Borussia Mönchengladbach qui fait en 2-0 face à St. Pauli. Leverkusen 5, Heidenheim 2. Ah oui, c'était le champion. Le champion, Xabi Alonso. Avec un triplé de Wirtz, je crois, qui a fait un match exceptionnel. Eux aussi, ils commencent timidement le championnat, donc ils sont en train de se relancer. Je pense que la prochaine affiche avec le Bayern Munich va compter pour quelque chose. Et là,
le débat pourrait être fait. Non, mais surtout encore que Leverkusen commence par retrouver ses individualités. On a vu dans ce match-là Granit Xhaka qui a marqué pris, le 5e. qui a pris ses responsabilités, qui est redevenu le Granit Xhaka patron comme la saison dernière. Florian Wirtz qui s'est vraiment baladé devant, et puis les Henrich et tous les autres qui ont suivi. Je pense quand même que la seule question aujourd'hui du côté de Leverkusen, c'est un peu Boniface qui ne retrouve toujours pas sa forme de la saison dernière, et ça pèse un peu sur cette attaque-là. C'est jamais évident, hein. Dortmund assez instable, mais Dortmund qui opère une victoire 4-0 face à Fribourg. Dortmund, en qui fait du Dortmund, qui genre souvent. Aujourd'hui ça va bien, demain. Ouais, c'est ça. C'est assez instable. Un peu comme leur couleur, quoi, jaune, noir. souvent c'est jaune. Souvent c'est jaune, souvent c'est noir. C'est du zèbre un peu mélangé, on ne sait pas. Et oui, je parlais du classement, le Bayern, bien sûr, en tête, suivi de Francfort qui s'échappe justement après la défaite de Leipzig ce week-end. Ouais, étonnante défaite surtout de Leipzig avec Xavi Simons et tout ça. Mais c'est Francfort qui peut-être sera la surprise de la saison, un peu comme l'a été le Bayer Leverkusen la saison dernière. Et peut-être ça va permettre, pourquoi pas, d'apporter le max de bénédiction à Harry Kane pour qu'enfin puisse briser la malédiction. Sinon, vous êtes convaincu, hein, qu'il y a une malédiction? Oui, regardez les performances du joueur, vous avez dit quoi? C'est comme lui en 43 matchs, ou 0 trophée. Un peu comme Diego Simeone, quoi. 0 trophée, comment vous parlez de 0 trophée si vous parlez du collectif, au fait. Mais Harry Kane, il fait tout pour permettre à son équipe de gagner. Harry Kane ne peut pas les défendre. Non, c'est pas ce que je dis. Trophée individuel. Oui, mais au moins pour son propre compte. Mais qu'il a joué le tennis, alors. Il peut finir sa carrière aujourd'hui et brandir ses souliers d'or. Tant mieux pour lui. Si collectivement il n'a rien gagné, c'est pas sa faute. Il n'a pas de ballon d'or. Non, il n'en gagnera peut-être pas. Il aurait pu le gagner. Et Leipzig, il faut le noter, qui donc est 3e actuellement sur ce classement, Leverkusen 4e, Dortmund instable, on le disait, Dortmund à la 5e place. Et la prochaine journée sera déterminante grâce à passer 20 points. Pour Leverkusen, en cas de victoire, ça devient 6 points. Et ça peut promettre quelque chose. Ah oui. Il y a de quoi rester sur Newsport pour suivre l'intégralité de la Bundesliga. Comme de toutes les autres rencontres de foot, on passe maintenant à la Ligue des Nations. C'était en semaine. Allons-y. La trêve internationale qui a donc pris fin en semaine, ça avait commencé déjà l'autre semaine, on en a parlé dans l'Extra Time de le dernier numéro. Et cette trêve et les 2 journées ont permis, en tout cas aux nations européennes, de se positionner pour les quarts de finale donc, de la Ligue des Nations. Regardons un peu les affiches au programme après le tirage au sort, comme vous avez d'ailleurs suivi en semaine sur Newsport. Regardons un peu, là on a Pays-Bas, Espagne, Croatie, France, Danemark, Portugal, Italie, Allemagne. Intéressant? Ouais, on a de très très belles affiches, on a surtout des retrouvailles. Croatie, France, Ligue des Nations, ça parle beaucoup. Ils ont été en finale, remake de la finale 2018. Oui, surtout ça. Ils ont été en poule la saison dernière et la Croatie est finaliste de la dernière édition de la Ligue des Nations, tout comme l'Espagne. Donc c'est des retrouvailles entre Didier Deschamps et Latko Dalic. Ouais, justement la Croatie. Ça promet une belle affiche. Mais l'affiche, peut-être l'affiche, la grosse. Non, peut-être la moins grosse, mais qui risque d'être un piège, c'est Danemark-Portugal. Parce que personne n'a vu venir le Danemark dans cette position en quart de finale. Ils étaient dans la même poule que l'Espagne, je crois. Et ils font une très très bonne ils font une très très bonne campagne. Et Martinez, le coach portugais, a déjà dit qu'il se méfiait de cette formation-là. Donc en mars, ça promet d'être l'affiche parmi les affiches. Bon, si je devais c'est le spot, hein. Merci Alex. Allez-y. Peut-être si je pouvais partir sur une affiche là-bas aussi. Moi, je pense que l'Italie et l'Allemagne promet beaucoup parce que quand je prends... Là, c'est du classique. Oui, du classique. Qui risque d'être encore... toujours aussi intéressant. Voilà, toujours aussi intéressant, qui risque de drainer des foules parce que quand vous prenez les Pays-Bas et l'Espagne, les Pays-Bas aujourd'hui, ce n'est plus ça parce que
Ouais, ça, c'est clair. Voilà, Koeman qui est aujourd'hui confronté à cette histoire de remanier son équipe par rapport aux autres qui sont partis dans les championnats exotiques et tout. L'Espagne qui reste l'Espagne avec ses jeunes joueurs très Peut-être que Rodri talentueux. sera de retour. En mars. Peut-être en mars, jusqu'en mars, je Pourquoi crois qu'il pas. serait là. Même s'il n'est pas totalement à 100%, il pourrait déjà commencer par Quand couler il le est là, terrain. l'Espagne gagne, quoi. Et puis Yamal aussi n'était pas là la dernière fois, on a vu comment ils ont souffert. Bon, moi, le Portugal aujourd'hui, vous pouvez mettre le Portugal face à la France, je partirai avec le Portugal comme favori. Par rapport à ce qu'ils ont montré, oui, bien sûr, ne soyez pas étonnés, par rapport à ce qu'ils ont montré sur cette Ligue des Nations, je pense quand même que, je pense quand même que le Portugal... Moi, je suis étonné. Hein. Non, mais après, je suis parfaitement d'accord avec toi. Le Portugal, c'est fort, mais c'est surtout dans les phases finales qu'elle déçoit. Oui, justement. Et là, je suis d'accord. On sera en mode phase finale et on espère que le vieux entre griffes, Démon, il aura toujours l'inspiration parce que sur leur dernier match, je crois, de Ligue des Nations, ils ont fait 1-1 face à... C'est à la Slovénie, non? Ils n'ont pas pu gagner, donc il y a souvent ce problème-là aussi avec le Portugal. On espère que cette fois-ci, il y aura plus d'envie, mais tout ce qui est vrai, c'est que grâce on a affaire à 4 très belles affiches et le Final Four sera hyper intéressant. Ah oui, quand on sait, parlons du Portugal, qu'ils ont déjà remporté la compétition, de même que la France. première. Ah, et c'est forcément des choses intéressantes à retrouver sur New World Sport en Ligue des Nations. Mais il y a quand même en une mars, déception, l'Angleterre. En mars, oui, à noter. Mais messieurs, si on revient là sur les playoffs aussi, à retrouver les rencontres entre Ligue B, Ligue A, Turquie-Hongrie, Ukraine-Belgique. Oui, il y a des affiches aussi là. Ouais. Autriche-Serbie, Grèce-Écosse, c'est vous qui voyez, il y en a pour tout. Après, il faut admettre que le format de la Ligue des Nations est très bizarre. On ne comprend pas, il y a des promus, il y a des playoffs pour descendre en division inférieure et tout. C'est pas très clair, mais ça quand même permet à des équipes comme la Hongrie, on voit, qui vont disputer de très belles affiches, tout comme la Belgique qui va affronter l'Ukraine. Donc ça laisse entrevoir des rencontres très ouvertes et très, très disputées. Non, mais moi, c'est un peu aussi de voir ces équipes-là qu'on estimait être de très, très grandes équipes qui ne prouvent pas et qui redescendent. C'est un peu ça aussi le côté de la chose, notamment par rapport à cette équipe de la Belgique qui plusieurs fois a été, je crois sur une longue durée, a été premier au classement FIFA, mais qui, après des problèmes internes, on ne sait plus, aujourd'hui, il n'y a plus de vivier également du côté de la Belgique, à part peut-être Jérémy Doku, les Decathlon et tout ça, il n'y a plus, il y a plus d'équipes du côté de la Belgique et franchement, ça laisse un peu à désirer du côté des Diables Rouges. Elle est promue en Ligue A, l'Angleterre, déception un peu pour Alex. L'Angleterre soit promue, c'est incroyable en fait. A vu le vivier, deuxième au dernier championnat d'Europe, c'est ça la particularité de cette Ligue des Nations. Là. Il y a la Norvège également qui revient en puissance avec Haaland et tout. J'aurais aimé voir la Suède également avec Gyökeres qui fait de très belles choses, qui a inscrit un quadruplé dans cette Ligue des Nations là. Mais comme je le disais tantôt, c'est là toute la particularité de cette Ligue des Nations là qui vient remplacer en partie les éliminatoires de l'Euro et la Coupe d'Euro. Voilà, oui. Et la Ligue A, justement, d'autres promus, le Pays de Galles, la Norvège d'Erling Haaland, l'Albanie qui est reléguée. De son côté, la Finlande aussi, le Kazakhstan, Monténégro qui descendent en Ligue inférieure. Voilà ce qu'il faut noter de la Ligue des Nations à retrouver déjà pour les quarts de finale dès mars 2025 et c'est bien sûr en exclusivité disponible sur New World Sport. C'est le moment de la lucarne. C'est parti. Dans Extra Lucarne, on parle des éperviers du Togo, l'équipe nationale du Togo qui, comme je le disais dans le sommaire, rate 4 cannes d'affilée. La dernière à laquelle ils ont participé, c'était en 2017. Et depuis, l'Arco de Roi, passé par Duarte, et le nouvel entraîneur, Limon Bédaré, c'est des résultats, il faut le dire, catastrophiques dans le groupe avec le Libéria, l'Algérie, la Guinée équatoriale. Le Togo ne passe pas et le Togo n'arrive à opérer qu'une seule victoire. Comment arrêter l'hémorragie, Alex ?
Peut-être qu'il va falloir se dire qu'à un moment donné, on n'a pas encore l'équipe qu'il faut pour aller à la CAN. Et c'est vrai, c'est un mot qui va énerver beaucoup, qui va déplaire, qui m'énerve moi-même d'ailleurs, le reconstruire. Mais je me dis aujourd'hui qu'il va falloir retourner à la base. Il va falloir déjà former les formateurs eux-mêmes, à l'image du coach, former des jeunes joueurs. Ah ouais? Bah ouais. Il est venu avec une licence UEFA. Il est venu faire un stage avec les éperviers du Togo. En tout cas, j'ai l'impression. Là, en 6 matchs, en tant que coach qui a eu un diplôme UEFA et UEFA, je suis parfaitement d'accord, qu'il a obtenu avec Vincent Kompany. Moi, je vois ce que Vincent Kompany propose, pas en termes de résultats. Moi, je ne parle pas en termes de résultats, je parle en termes de production de jeu. Vous ne pouvez pas prendre une équipe qui joue une phase de qualification pour une Coupe d'Afrique et vous décidez de rompre totalement avec ce qu'il y avait. Et ça n'a pas marché. Il s'est cogné grossement la tête contre un gros mur. Les changements qu'il a apportés n'ont rien apporté à l'équipe. En seulement 6 matchs, on a connu 3 gardiens de but. 3 gardiens, rien que ça. Je ne veux même pas continuer. En défense, ça a été l'incohérence totale. En milieu de terrain, Aziangbe, on l'a replacé milieu, on l'a ramené latéral. Il a été pivot. Franchement, c'est une vraie salade de l'équipe nationale togolaise actuellement. Je ne sais pas qui mélange, mais en tout cas. En tout cas, il y a un chef cuistot qui concocte à chaque fois. Oui, et puis il y a trop de vinaigre aussi où vous ne pouvez même plus manger ça. Tout ce qu'Alès dit, c'est vrai. Quand vous prenez l'équipe nationale du Togo, aujourd'hui, moi je serais peut-être sélectionneur du Sénégal, aucun de ces joueurs-là ne serait pas titulaire. Vous prenez le 11. On prend seulement le 11 titulaire du Togo. Replacés dans les autres pays, ils ne seront pas titulaires dans. Oui, mais est-ce que c'est un problème d'effectif? Parce que les mêmes joueurs ont été utilisés. C'est vrai, on ne s'est pas qualifié pour la CAN dernière. Mais si aujourd'hui, certains Togolais en ont mal au cœur, c'est parce que dans le jeu, on est devenu 10 fois plus nul en fait. Avant, au moins, c'est-à-dire avec Paulo Duarte, on se disait que si le monsieur était resté, ne serait-ce que pour cette qualification-là, peut-être qu'il y aurait du mieux. Parce que dans le jeu, il y avait de la production, on avait des joueurs qui étaient prêts à mourir sur le terrain. Regardez Karim Derman. On dirait, moi j'ai l'impression de voir la photocopie du monsieur. En fait, lui-même, il reste un club, il envoie sa photocopie. La mauvaise photocopie avec moins d'encre. Ouais, mais c'est incroyable. Donc, pour moi, il y a un problème de management, un problème de discours. Et c'est là où l'Imobé d'Arre, peut-être, il a le problème. Il n'arrive pas. Et là où ça fait mal, c'est qu'il est togolais. Si tu parles en français que ça passe pas, mais parle en évé, quoi. Parle dans le dialecte du pays pour que les discours peuvent passer. Moi, le dernier match face à Guinée équatoriale, Dieu merci, le public n'a pas fait le déplacement parce qu'il fallait envoyer un message aux joueurs que, sincèrement, on n'est pas content. Et le public n'a pas répondu vraiment présent. Le pays a gagné. C'est des médecins après la mort, comme la presse l'a titré, après l'homme lui-même. Il y a un problème de comportement qui me dérange. En conférence de presse, trop audacieux, trop sûr de lui, qui n'a pas de modèle. La presse ne comprend pas son système, mais il ne gagne pas. La presse ne comprendra un système que lorsque ça marchera. Si ça ne marche pas, c'est comme on nous parle chinois. Donc aujourd'hui, sincèrement, pour arrêter l'hémorragie, il faut retourner à la base. Il faut patienter 10 ans pour espérer voir le Togo à une prochaine CAN. Vous êtes d'accord qu'il faut encore 10 ans pour voir le Togo à une prochaine CAN? Si bien sûr, pendant ces 10 ans, on arrive à retourner à la base, un peu comme le dit Alex. S'il faut même 50 ans, moi je suis d'accord. S'il faut même 100 ans, autant prendre du temps et venir avec quelque chose de concret, quelque chose de mieux, quelque chose de potable, quelque chose de convaincant. Sinon, à ce que nous faisons aujourd'hui, on ne ressemble même pas à un amateur. On est pire que des amateurs. On est allé chercher un entraîneur qui a fait une même formation que Vincent Kompany, Alès le souligner, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais quand vous prenez M. Daré aujourd'hui, quelle cohérence dans votre jeu? Le seul, ça dit que vous et moi aujourd'hui, on n'a jamais été à l'école d'un entraîneur. Mais quand on me remet cette équipe à diriger, la première personne que moi je mets sur le terrain, c'est Kevin Denke. Moi, la première personne qu'on met sur le terrain, oui, c'est moi. Et tous les entraîneurs au monde, vous leur dites ça, c'est la première personne qu'ils mettent. Maintenant, après, quand un entraîneur, quelqu'un qui vient de faire une formation, pas une licence CAF, on ne parle pas d'une licence qu'il a reçue au Soudan, c'est une licence qu'il a reçue en Europe, et qui revient et qui met Kevin Denke sur le banc, Jacques Alexis Romao, on vous pose une question sur ce monsieur, ça dit que le taulier avec qui il a joué, tellement de choses. Tu dis non que c'est un monsieur qui est vieux. Tellement de choses à dire sur cette équipe. Très rapidement, Alex. Serait peut-être l'erreur. Maintenant, faire comme le Sénégal, qui au moins prend 2 ans où les sélections on se calme quoi.
On crée, on produit des talents, on a un championnat régulier, un championnat des jeunes, on tisse des partenariats avec des clubs. Parce que ce qu'il dit, ça rejoint au fait que peut-être qu'on n'a pas suffisamment de vivier en termes de joueurs. Mais aujourd'hui, on n'a pas. Le Soudan s'est qualifié, le Togo a plus de joueurs en Europe que le Soudan. Donc il y a du travail de fond qui a été fait. Donc aujourd'hui, quand on retourne à la base, qu'on travaille simplement parce que pour moi, sincèrement, au Togo, on ne travaille pas assez. Moi, je ne m'attarde pas sur. Non, je vais finir, puisque c'est lui qui m'a coupé. En 2 secondes. 2 secondes. Moi, je ne m'attarde pas sur Daré parce qu'on lui a servi un plat très chaud, très épicé, qu'il ne peut pas manger. Il doit prendre le temps pour souffler dessus. L'effectif aujourd'hui même n'est pas. Les joueurs individuellement pris, c'est rien du tout. Merci à vous, messieurs Roméo Mileko, Alex Dakla, pour ce débrief, ce bilan, cette question. Comment arrêter l'hémorragie du football, en tout cas de l'équipe nationale togolaise qui rate 4. Ah oui, vous pensez que c'est sûr de le faire? C'est nous, 4 cannes. On peut rien couper. Ah, ça c'est encore plus grave. 4 cannes d'affilée, hein, donc ratées pour les éperviers du Togo. La suite, c'est en 2025 pour poursuivre la campagne de la Coupe du Monde 2026. On en saura plus, qui sait. En tout cas, pour l'instant, je vous propose d'aller dans Extra Actu. Après des semaines de turbulences, les champions d'Angleterre en titre se retrouvent dans une situation inédite, subissant une série de revers qui fragilisent leur réputation. Une 5e défaite consécutive en coup dur pour Manchester City, humilié à domicile par les Spurs de Tottenham 4-0, qui suscite la curiosité des médias. Dans ce numéro, ce dimanche, Igor Dossou nous emmène nous balader sur la réaction de la presse dans le monde. Eurosport titre, Manchester City reçoit une leçon par Tottenham 0-4 et garde la tête sous l'eau. Foot et Mercato, quant à lui, parle de la nouvelle humiliation inquiétante de Manchester City. Une journée d'exposition qui s'est obscurcie à la fin. Mali Actu titre, Rodri dévoile son ballon d'or à l'Etihad, même Manchester City sombre 4-0 contre Tottenham. Des déconvenus, mais la maison des Sky Blues est bien optimiste. Le site de Manchester City cite Guardiola qui déclare « Nous avons travaillé dur pour mettre fin à cette série ». Pendant ce temps, 20 minutes s'interroge sur le sort du manager espagnol des Citizens quand il titre Manchester City se regarder dans le miroir et si Guardiola se faisait virer pour la première fois de sa carrière. Pour Ouest France, la question de philosophie est la plus importante et il a bien révélé dans son titre Manchester City, malgré la défaite 4-0 à domicile, Pep Guardiola ne veut rien changer. Sportnews.bz repeint le tableau, débâcle pour Man City contre Tottenham. Sport.fr parle de l'humiliation de City et de son enfoncement dans la crise. L'opinion Maroc reste statisticienne des chiffres et titres. Première Ligue, City humilié pour la 5e fois d'affilée. Pour RTL Info, c'est une odeur qui embaume le club mancunien et pour le journal, ce parfum est celui d'une crise pour Manchester City qui s'incline lourdement à Tottenham. Dej.net parle d'une humiliation historique, d'une crise sans précédent, mais d'un entraîneur renforcé et s'interroge. Pourquoi Pep Guardiola reste-t-il intouchable à Manchester City? Des questionnements, une équipe en difficulté et un entraîneur qui ne semble pas abandonner son idéologie. Lisez tous les articles sur les sites parcourus.
C'était Extra Actu pour la série de défaites 5 de Manchester City de Pep Guardiola. Nous sommes presque arrivés à la fin d'Extra Time de ce jour avec vous, messieurs. Nous vous proposons en tout cas le programme de la semaine en Europe. Le FC Bayern Paris Saint-Germain sur News Sport 1 en Champions League. Barcelone qui retrouve Brest sur Sport 2. Inter Leipzig, Manchester City Feyenoord. Mercredi, retrouve Aston Villa face à la Juventus. Monaco, Benfica, Dynamo Zagreb, Dortmund. Et en Europa League, jeudi, Tottenham, AS Roma. Grosse affiche à retrouver. Atlético Bilbao, Esborg. Et même en Conférence League, le Cercle Bruges affronterait et Heidenheim qui retrouve Chelsea sur Sport 1. Des rencontres à retrouver sur New Sport en exclusivité en Afrique. Merci à vous, Alex Dakla, d'avoir été des nôtres. Merci, Roméo Mileko. Merci, Gracia. Il s'attribue même le brassard dans Extra Time. Ça, c'est à revoir. N'est-ce pas? Merci à vous en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis dans ce numéro d'Extra Time. Et comme toujours, nous vous laissons avec le zapping où vous retrouvez ce que vous n'avez pas vu dans cette émission. À très vite. Oh, il relâche le ballon, Cristiano Ronaldo. Oh, le deuxième but. Ce n'est pas encore fini. Attention, là, le but.